Salut à tous, c'est Yann et heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de Plein Format, le podcast d'entretien de la chaîne. Pour cette première interview, je suis allé à la rencontre de quelqu'un d'immanquable dans la culture geek en France. Un journaliste passé par Tilt, Game One ou encore No Life, qui animait des émissions aussi cultes que la Game Zone ou Level One. Vous l'aurez deviné, je suis allé à la rencontre de Marc Lacombe, alias Marcus. Pour cet entretien, il a accepté de revenir sur son histoire du jeu vidéo, son histoire tout court, et nous donner son avis sur l'actualité gaming du moment. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'interview et j'en profite. On aimerait que ce soit moi, dis donc. Voilà, je réalise un rêve aussi ce soir. Te rencontrer. C'est vrai. Oui, comme je l'ai On s'est l'expliqué. vu à la cantine. Oui, en plus. Alors, J'ai déjeuné avec Marcus. Ah, on aurait pu faire un meilleur déjeuner. Mais bon, on aurait pu faire un meilleur déjeuner. Mais bon, c'est toujours ça. c'est parfait. C'est toujours ça. Je te l'ai dit tout à l'heure, je le redis, sans toi, je ne ferais pas ce métier aujourd'hui. Je ne serais pas en face de toi là. C'est que ça peut faire un peu bizarre dit comme ça. Non, mais je comprends. On doit te dire ça souvent. Pas tant que ça, mais je suis toujours content d'apprendre des gens qui vivent de leur passion. J'ai peut-être été la petite étincelle au début où des gens se sont dit, par exemple en me regardant, ah mais on peut être payé pour jouer. Et il y a plein de gens qui après se sont lancés là-dedans en voyant que c'était possible grâce à moi. Donc voilà, modestement, si j'ai donné la petite étincelle de départ à des gens et qu'aujourd'hui ils peuvent en vivre, je suis super content de ça. Moi. Donc c'est super. On peut avoir des knackis à la place des doigts et faire des émissions de télé. C'est vrai, l'un n'empêche pas l'autre, c'est vrai. Bon, commençons par le commencement. Le jeu vidéo pour toi, ça commence comment en tant que joueur finalement? Écoute, c'est comme Obélix, je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petit. J'imagine. En fait, je suis très vieux, moi. Je suis né en 66 et donc j'ai connu une époque où les jeux vidéo n'existaient pas. Ça n'existait pas, on ne savait pas ce que c'était. Cette fameuse époque où Internet n'existait pas non plus. Ah non, encore moins, encore moins. Internet arrive très tard, on s'en rend pas compte, mais ça arrive très tard. Oui. Et donc voilà, je suis né en 66 et il a fallu attendre 77, donc j'avais 10-11 ans, pour arriver à avoir les premiers jeux vidéo. Et j'ai eu la chance d'avoir Pong, les deux raquettes qui se renvoient une balle carrée. Voilà, mon papa a ramené ça à la maison. On jouait en famille. Pour moi, c'est ça aussi, c'est l'interactivité, le partage avec la famille, tes frangins, tes frangines, tes parents, etc. Et toute la famille réunie autour de ce truc qui fait qu'on pouvait jouer avec ma maman, avec mon papa, avec ma sœur, et on avait le même plaisir tous ensemble. Ce qui était inédit finalement, on n'avait pas de loisirs qui réunissaient vraiment tout le monde. C'était difficile à part le sport parfois, oui, voilà. mais moi je suis trop feignant, donc les jeux de société, moi je jouais aussi beaucoup à des jeux de société avec mes parents et ma sœur, donc moi j'aime ce qui rassemble les gens, les passions, les choses qu'on partage. Et puis je viens d'une époque où la télé n'était pas interactive, tu regardais la télé, tu avais le choix entre 3 chaînes, il fallait se lever pour changer de chaîne parce qu'il n'y avait même pas de télécommande et c'était en noir et blanc. Donc tout à coup pouvoir interagir avec la télé, même si c'est en noir et blanc, c'est fascinant. Ne serait-ce que de bouger une raquette sur la télé, pour un enfant de 10 ans en 77, c'est une révolution incroyable. Voilà. C'est une révolution pour le Donc monde. le choc. Et après, toute ma carrière, j'ai eu la chance d'être né pile au moment pour pouvoir observer vraiment toute l'évolution du jeu vidéo et la vivre vraiment. C'est ça qui est fou, quoi. Et à quel moment tu fais la bascule en te disant je veux faire ce métier, je veux que ça intègre mon travail, le jeu vidéo? Quand moi j'ai commencé, ça n'existait pas, testeur de jeux vidéo. Oui. C'était un métier qu'on n'imaginait pas. Moi je lisais des magazines. Inventé ce métier. Alors quand même pas. J'ai dit presque. Presque, oui. Il y a d'autres gens qui ont fait ça avant moi, mais moi je lisais Tilt. En 81, j'ai découvert Tilt, j'ai acheté Tilt. Et puis un peu plus tard, j'ai découvert Micronews, qui était un magazine plus fun que Tilt, où ils n'hésitaient pas à casser les jeux, voilà. Et dans ce magazine Micronews, il y avait une petite annonce, ils cherchaient des testeurs. Et moi, à l'époque, je faisais mes études et je m'ennuyais un peu. Objectivement, je ne faisais pas grand-chose. Et donc, j'ai envoyé un CV et un test de jeu de Roger Rabbit sur Amiga, en 8 disquettes. À l'époque, c'était des disquettes. Et ils m'ont engagé, ils m'ont fait faire des piges. Et puis après, à la rentrée, j'ai terminé mes études, ils m'ont dit « finis tes études ». Et à la rentrée, j'ai commencé à Micronews. Mais ça n'a jamais été un plan de carrière. C'est un hasard qui fait que j'ai vu que c'était possible et je l'ai fait. Voilà. Le point commun de toutes les interviews que j'ai faites aujourd'hui, c'est il faut oser pour arriver à quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, moi, je suis plutôt quelqu'un de timide, justement. Je n'ose pas demander des choses aux gens, j'ose pas. Même dans la vraie vie, je suis assez timide. Ma femme se moque toujours de moi. Elle me dit à la boulangerie, quand je voudrais 2 croissants. Je dis, mais parle plus fort, t'es animateur télé. Et dans la vraie vie, quand je suis personne, quand je suis comme tout le monde, je suis très timide en fait.
Je suis très à l'aise devant un public et devant mon public, parce que je sais qu'ils sont bienveillants. Oui. Mais dans la Bien vraie devant vie, je toi. ne suis pas du tout quelqu'un qui s'impose dans le métro, dans le machin. Je ne vais pas la ramener, vraiment pas, quoi. Donc la presse écrite de niche pour parler à un public de niche, c'était pas si C'était mal parfait. que ça. Et puis tu es caché derrière ton clavier, on ne voit pas ta tête. Tu peux faire des petites vannes. Oui. Pour moi, pendant longtemps, la notoriété parfaite, c'était celle des mecs qui faisaient les guignols de l'info. Je regardais ça tous les soirs, c'était génial. On ne connaissait pas leur visage, on adorait leur écriture, leur façon de voir les choses. On ne savait même pas qui c'était, mais leur création, les guignols de l'info, était un truc génial. Et pour moi, je n'ai jamais rêvé de notoriété particulièrement, mais je me dis, si je dois être connu, j'aimerais que ce soit de cette façon-là. On admire mon écriture, mon œuvre, c'est prétentieux de dire ça, mais pas forcément ma petite personne. Voilà. Et la presse écrite permettait ça. Et après, il y a eu la transition vers la vidéo, vers la télé. Il y a eu C+, Voilà. je me souviens bien. Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'était déjà? Comment on arrive de se dire, comment tu arrives de je suis rédacteur en presse écrite, Ouais. tu imagines la fin de ma question, à ce projet lancé par Canal Ouais. pour faire du jeu vidéo à la télévision? Et ben en fait, c'est des anciens de Tilt qui m'ont fait rentrer à Canal+ pour une émission qui s'appelait Cyberflash. Ouais. Et Canal+ avait l'idée de créer une chaîne de jeux vidéo. Et du coup, bah voilà, comme moi j'étais sur place, on a proposé des émissions de jeux vidéo, dont Level 1. Et Oui. c'est comme ça que ça a commencé, tout simplement. Et la création de Level 1, tu y es pour quelque chose? Ou on bah t'a oui. proposé un projet qui était déjà posé? Non, c'était pas déjà posé. On s'est dit comment on va remplir l'antenne, comment on va remplir la grille et comment on parle de jeux vidéo à la télé. C'était surtout ça. Et l'idée, c'était plutôt que faire des petits sujets de 2 minutes 30, de faire comme on fait à la maison. Tu t'assois à côté de moi sur le canapé et puis on y va, on joue et on voit bien ce qui se passe. Voilà. C'était ça le concept. C'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui ai trouvé le titre. Et puis ça s'est fait tout naturellement et très simplement en fait. C'était une époque où si tu avais une idée, bah, tu te prenais une caméra, tu y allais et voilà. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, on fait plus de la télé comme ça. Tu as vu le statut, la description qu'il y a pour toi sur le site de la Japan Touch? Non? Il emploie le mot de pionnier du jeu vidéo. Plaisir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça te plaît d'être le pionnier du jeu vidéo? Je suis fier, je suis fier. En fait, je suis le premier mec qui s'est filmé au monde en train de jouer un jeu vidéo. Donc, je suis techniquement le premier streamer. Voilà. Donc, je suis assez fier de ça. Ça a été fait accidentellement, si tu veux. Mais je suis très fier d'être le premier à avoir streamé dans le monde. Après, maintenant, tout le monde le fait. Mais voilà, sur toute la planète, je suis le premier terrien qui s'est filmé en train de jouer à un jeu vidéo et à raconter des conneries. Donc je suis fier. Et le terme de pionnier, je trouve ça, c'est flatteur, quoi. C'est gentil. Après, il y a des inventeurs qui ont fait des trucs bien mieux que moi. Voilà, moi je suis un peu comme le mec qui a inventé Tetris. Il a fait un truc génial auquel tout le monde a joué, et puis c'est pas lui qui a récolté l'argent. Mais je m'en fous de l'argent. Aujourd'hui, je vis de mon métier. Il y a plein de gens qui apprécient ce que je fais, qui m'aiment bien, qui viennent me le dire sur les salons, et je suis très heureux. Donc, pas besoin de plus que ça me va. Un jour, on fera peut-être un thriller pour raconter ta vie, comme pour Tetris. Peut-être sur Netflix, bientôt sur Netflix. Bon, on va terminer rapidement. Ouais, dis-moi. Je vais te poser 5 sujets d'actu. Je vais te demander une réaction très rapide à ça. Ok. La fin de l'E3. Ah, c'est triste. C'est triste. Moi, j'y ai depuis 13 ans, ça fait mal que ça s'arrête. Microsoft qui reconnaît publiquement sa défaite par rapport à PlayStation, par rapport à Sony. C'est pas faux, mais on sent que derrière, il y a des petites intentions, genre ils font un peu les pauvres bougres pour pouvoir racheter Activision Blizzard en se disant « Oh, regardez comme on est faible à côté de PlayStation, laissez-nous racheter Activision Blizzard pour rééquilibrer. » Donc tu sens qu'il y a des petits sous-entendus derrière ça. En fait, ils sont sûrs. C'est de la com, quoi. Ouais, voilà. Le retour de Zelda. Ah, bah, ça fait toujours plaisir, un petit Zelda. C'est pas tous les jours. Et voilà, moi je suis ravi. J'ai commencé hier soir. Mais comme je me levais à 5h du mat pour être là, j'ai pas joué beaucoup, mais c'est toujours un plaisir de retrouver Link et Zelda. Nintendo et sa politique de non-leak et de non-divulgation qui s'est retournée contre lui, contre eux. C'est bien fait pour eux. Je vais te dire, ils sont très pénibles, il y a toujours des tas d'embargos, machin, t'as pas le droit de parler de ci, de parler de ça, de tel chapitre, de trucs. À un moment, il faut arrêter tout ça. Ça doit être les pires. C'est des Japonais, ils sont terribles pour ça. Les Japonais et les Américains, c'est les pires. Les embargos, les restrictions. Alors que le jeu, il sort le lendemain, c'est ridicule. Mais bon, ils sont comme ça. Puis on les aime quand même. Toi qui es fan de Star Wars, la sortie plus ou moins ratée, notamment sur PC, du dernier jeu Star Wars Jedi Survivor. Oh, moi, je ne considère pas que c'est raté. Je m'éclate. Je joue sur PlayStation 5, j'ai pas vu de bug, donc je ne vais pas pleurnicher. Je suis heureux de retrouver cet univers et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner lundi. Et faire revenir Level 1, ça fait quoi? Ça fait plaisir, ça m'a fait plaisir à moi et ça fait plaisir à plein de gens. Donc moi, je suis là pour faire plaisir aux gens. C'est mon métier finalement de faire plaisir aux gens. Donc
plus je peux le faire, plus je suis content. Le streaming, ça a changé ta façon de parler du jeu vidéo? Non, pas tellement, parce que j'ai toujours parlé aux gens comme on se parle dans la vraie vie. Et le streaming, c'est ça. C'est quelqu'un dans sa chambre qui allume sa webcam et qui y va. Mais c'est ce que je faisais finalement dans Level 1. Même si c'était dans un studio avec un peu plus de matos, un ingénieur du son, un cadreur, un réalisateur, au final, l'ambiance, c'était direct, c'est être sincère, être soi-même et parler aux gens sincèrement. Et c'est la même chose sur Twitch. Donc pour moi, ça n'a rien changé, ça. Et dernière question. Le public a évolué de vision du jeu vidéo, ça tu le sais, tu l'as vécu. Et comment ton rôle de journaliste, il a évolué par rapport à tout ça? C'est de plus en plus difficile d'être journaliste. Les gens ont plus confiance en les journalistes, alors qu'ils ne devraient pas avoir confiance en les youtubeurs qui sont eux payés pour dire du bien de certains jeux. Donc je suis un peu triste de cette évolution, mais je pense que ça reviendra. Les gens reviendront. Tu vois tout ce qu'il y a comme fake news, etc., comme gens pas sérieux. Je pense qu'à un moment, il faudra se retourner vers des gens sérieux pour avoir des vraies infos. Et on sera là pour ça, quoi. Et merci Marcus. Je t'en prie. Merci, tu réalises un de mes rêves et un jour j'aimerais t'interviewer pas dans plus d'une heure pour parler de Ah jeux bah, vidéo. Merci à toi. Merci à toi. Bonne soirée et à la prochaine. Ciao.